Je dois avouer que l'invité que je reçois aujourd'hui a bercé mon enfance. Il a été à l'origine de nombreuses de mes nuits blanches et m'a fait aimer l'histoire. Créateur de jeux de plateau et de jeux vidéo, notre invité s'est illustré avec le jeu Europa Universalis, qui demeure aujourd'hui la simulation historique de stratégie la plus populaire. Dans quelques instants, saurez tout sur ce ludique, mais pour l'heure, accueillons, chers auditeurs, Philippe Thibault. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, tradition oblige, aux ondes clandestines. Avant de rentrer dans le vif des questions, est-ce que vous pouvez retracer votre background familial, votre cursus universitaire et votre actualité du moment? Eh bien, oui, moi j'ai bientôt 62 ans, je suis annécien d'origine, j'ai 2 frères, issu d'une famille de médecins. J'ai fait un parcours d'études assez classique avec, une école de commerce, après une prépa dans des grands lycées. Et puis j'ai commencé ma carrière professionnelle et ça a duré une quinzaine d'années dans l'international puisque j'étais à différents niveaux, en progressant, directeur export pour des grandes sociétés françaises. Oui. Et puis en 97, à la naissance de ma deuxième fille, il y a eu des chamboulements sur mon dernier employeur. J'ai saisi l'occasion pour me mettre à mon compte et travailler dans ma passion de toujours qui était l'histoire et donc de faire des jeux. Alors pour la petite histoire, c'est venu parce que en 96, la société qui à l'époque s'appelait Target Games, mais qui est maintenant Paradox Interactive, m'a contacté parce qu'ils avaient acquis auprès de mon éditeur français la licence d'Europa Universalis, un jeu que j'avais créé en 93. Tous Bon, je vous d'origine, raconte. suédoise, non? Non? Oui, 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 c'est Target Games, c'était suédois, ils étaient à Stockholm. Je vous raconterai comment ça s'est arrivé pour que ça arrive là-bas, ce Ouais, jeu-là. ouais. Et donc, en 97, ils n'arrivaient pas à avancer dans le développement du jeu vidéo, donc ils m'ont proposé de les aider à le faire. Et donc, j'ai appris mon métier de créateur et développeur de jeux vidéo à ce moment-là, puisque c'est moi qui ai fait la création du jeu au niveau du design et puis du contenu, eux faisant le code et les graphismes. Et pour la petite histoire, avec Paradox, c'est moi aussi qui leur ai fait pratiquement essentiellement le design de Crusader Kings, qui est leur deuxième gros succès. D'accord. J'ai pas fait après le développement interne, mais en tout cas, l'idée et les concepts dedans sont les miens. Alors, Europa Universalis, pour sa jeunesse, c'est assez drôle. Quand je travaillais dans les années 90 à Paris, je faisais partie d'un club de wargame qui se réunissait tous les week-ends. On était une trentaine, c'était un gros club qui avait un local permanent, Ah oui? assez rare pour être noté à l'époque. Et puis on touchait à tous les wargames qui sortaient. Moi, j'ai toujours eu un penchant exclusivement pour les jeux de stratégie sur le plan stratégique, pas tellement le tactique, hein, c'est pas trop mon truc, plutôt Oui. opérationnel ou stratégique. Et depuis mes classes prépa où le thème à l'époque de la philo c'était l'histoire l'histoire avec un grand H en général. J'ai toujours été passionné depuis tout petit. Je lis des tonnes de bouquins d'histoire. Et un des bouquins qui m'avait marqué à l'époque, c'était une trilogie en 3 tomes de Fernand Braudel qui s'appelait Histoire matérielle et civilisation et capitalisme au XVIIIe siècle. Et Oui. ce truc-là m'a dit, waouh, une période géniale. Et je voulais absolument trouver un jeu de grande stratégie sur l'époque, il n'y avait rien. Et donc je me suis décidé à en créer un. Donc en gros, un jeu couvrant de Christophe Colomb à la Révolution française, sur tout le monde entier. Et j'ai commencé avec un proto, dessiner une carte à la main, fait des petits cartons, et on y a joué pendant plus d'un an dans le club, ce qui a permis, grâce aux autres joueurs, d'améliorer les concepts, de tester tout ça. Et c'est Frank Stora, qui à l'époque était membre du club et qui est un journaliste là, qui écrit notamment pour Guerre et Histoire, etc., qui a fait un article dans la revue, je ne sais plus si c'était Casus Belli ou un numéro spécial ou un hors-série, c'est Jeu stratégique Casus Belli, qui a présenté le jeu comme avec un article qui s'appelait Jeunesse d'un jeu et cet article a eu beaucoup de succès et c'est ça qui a fait que l'éditeur français qui venait de se montrer à l'époque qui s'appelait Azure Wish qui était aussi sur Paris m'a contacté pour que mon jeu fasse partie, ça c'était en 92, de sa première production avec 2 autres jeux. Il avait Grand Siècle, il avait un jeu sur la Révolution française, puis 2 ou 3 autres trucs, et Hispania, ouais. Et Mmh. donc ce jeu-là est sorti en 92. Il a été épuisé, à peine fabriqué. Je crois que pour mémoire, à l'époque, ça se vendait dans les relais jeux des cartes et les autres boutiques qui avaient encore pignon sur rue à l'époque. Comment vous expliquez le succès là, en fait, de ces jeux-là à ce moment précis, de Je l'histoire, en fait, parce que c'est quand même un jeu, c'est quand même des jeux de niche, en fait, entre Oui, guillemets, en fait? complètement. Moi, je sais que la première fable, c'était 7000 pièces. Elle a été épuisée en l'espace de 15 jours.
Il a dû Ouais. refaire une fabrication derrière. Bon, il en a fait que 2 et malheureusement, ça a été épuisé très vite. Je crois que le jeu est en rupture de stock depuis 30 ans maintenant. Mais je pense qu'il y a eu un engouement. Les années 90, ça a été vraiment l'arrivée du wargame et des jeux de stratégie en France, Mmh. avec 20 ans de retard sur les États-Unis, concomitant avec le développement des boutiques de jeux, les clubs, le fait aussi qu'on n'avait pas encore été envahi par les réseaux sociaux, Internet et compagnie. Donc ce type de Oui. loisirs avait un peu le devant de la scène. Les jeux vidéo eux-mêmes n'étaient pas encore vraiment, ils étaient balbutiants. Il y en avait déjà pas mal, hein, mais c'était pas encore le niveau qu'on a atteint aujourd'hui. Oui. Et donc tout ça a expliqué le succès, plus ce côté, bon, la mise en avant par quelques articles sympathiques. Et je pense que ce qui a beaucoup plu, on en reparlera dans d'autres cas pour le produit. Ce qui intéresse les joueurs, c'est cette possibilité par le jeu de revivre une épopée et surtout d'avoir éventuellement l'envie ou la tentation de la réécrire. Ah oui. Donc avec toujours ce vieux fantasme, le Exact. et si, le what if que disaient les anglo-saxons, et si ça s'était passé différemment, et si François Ier n'avait pas perdu à Pavie, etc. etc. Donc le jeu a eu un succès là-dessus. Il était compliqué sans être injouable, même s'il demandait ce qui serait absolument hors marché aujourd'hui. Le jeu n'aurait aucun succès si elle ressortait aujourd'hui, parce que la moindre partie, c'était 4 heures, 4 heures par semaine pendant une année, quoi, Ouais, c'est ça. pour espérer arriver au bout. Ouais, en effet, en fait, Avec 6 joueurs, en qui effet, il plus y a est. quand même ça. Je vais revenir juste sur votre background familial. En fait, vous, votre goût pour l'histoire, en fait, et je l'avais lu en fait sur une précédente interview que vous aviez donnée. Oui. Votre grand-mère, en fait, je crois, était prof d'histoire de mémoire. Non, elle était institutrice, mais passionnée d'histoire. Mon grand-père avait fait 14-18, 39-40, il était aussi féru d'histoire. Mon père avait que des bouquins d'histoire ou presque dans sa collection. Donc j'ai baigné dans ce milieu-là depuis tout petit. Quand j'étais gamin, je jouais aux petits soldats, des petits soldats de plomb Oui. qui dataient de 1920, que m'avait filé mon grand-père. Enfin, j'avais cet environnement propice. Le jeu Euh, est indissociable. En tout cas, le jeu est indissociable en fait de votre activité professionnelle. En fait, c'est que C'est ça, c'est ça. Moi, depuis tout petit, et même quand je faisais un autre métier qui n'était pas dans le jeu de plateau, le jeu vidéo, tous mes loisirs tournaient soit autour de la lecture de bouquins, soit sérieux, soit des romans, regarder des films historiques, ou, et ça depuis plus de 30 ans maintenant, la participation ultra régulière à des clubs de jeux où je jouais à des wargames. Les wargames, les premiers, je les ai découverts en 76 lors d'un séjour linguistique en Angleterre. oui. Je me rappelle, mon premier jeu, c'était Victory in the Pacific de Avalon Hill, que d'ailleurs j'ai adapté et porté en jeu vidéo là récemment. Et ça a bercé un nombre de soirées non comptable, je ne sais plus combien. Celui-là, 1776, c'est les 2 jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie, avec War and Peace en 3e niveau. Ah oui. Alors ce qu'on va parler un petit peu, on va parler du produit en fait de Europa Universalis. On en a touché un petit peu, quelques mots, sa genèse en fait, son succès. En fait, on l'a vu. Pour qu'on se représente bien l'univers, du jeu de plateau et du jeu, vidéo, est-ce que vous sauriez, me mettre quelques dates, sur une frise chronologique en fait de l'industrie du jeu de plateau, pour qu'on ait des repères, Oui, alors oui. le jeu de plateau tel que nous on le connaît, ce que les anglo-saxons appellent le wargame, alors parce qu'il y a deux niveaux, il y a le jeu de plateau à vocation historique, voire militaire plus ou moins sérieuse, ce qu'on va caricaturer en appelant le wargame, hein, ou le jeu de guerre. Puis après, vous avez les jeux de plateau plus grand public, plus généralistes et portant sur d'autres sujets. Ça va aussi bien du Monopoly au risque qu'à des simulations type les colons de Catane et tout, qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas du wargame, pas du jeu. Moi, je suis vraiment dans cette niche de wargame, qui est donc le jeu de stratégie militaire. Alors, les puristes vont faire remonter ça à l'invention du Kriegspiel, donc littéralement en allemand jeu de guerre, qui daterait de la fin du XVIIIe siècle en Prusse. Au niveau ludique et industriel, on peut considérer que le début, c'est la fin des années 60 aux États-Unis, avec de grandes sociétés comme SPI et Avalon Hill, qui ont eu leur chou gras et leur beau jour sur la fin des années 70 et les années 80. Ça a été la période faste. D'accord. Et toutes ces sociétés ont
plus ou moins disparu suite à différents retours conjoncturels dans les années 90, puisqu'elles ont été liquidées, rachetées, absorbées, ou elles ont cessé leur activité. Une bonne partie étant due au changement de paradigme au niveau des jeux, où le jeu de société autour d'une table avec plein de gens, du carton et du papier est passé de mode. Pas totalement tué, beaucoup disent c'est le jeu vidéo qui a tué, c'est faux. En partie, oui. Je pense que d'autres phénomènes comme les organisations sociales, le changement de paradigme au niveau de l'utilisation de son temps libre, les réseaux sociaux, etc., ont beaucoup plus contribué à la baisse de ces choses-là. Il est à noter que depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, qu'il y a une Mmh. espèce de renouveau dans le monde ludique. Là, j'étais au Salon des Jeux à Cannes là, en février dernier. Il y Oui, avait un monde ahurissant. Et il y a de nouveau une les appétence pour ce drogueurs. côté on se réunit, on est entre amis et on joue. Vous citiez, la fin des années 80, en fait, début des années 90. 90, c'est aussi l'arrivée de l'informatique C'est dans ça, c'est pour ça que je dis on incrimine les jeux vidéo dans l'évolution et la ouais. disparition des grandes sociétés de wargames, etc. La plupart n'ont pas su prendre le virage du jeu vidéo. Avalon Hill avait fait quelques titres qu'ils ont fait 4 ou 5 en jeu vidéo en essayant d'adapter leur jeu de plateau à succès et ils ont merdé, et c'était pas bon, ils savaient pas faire, puis c'était une industrie balbutiante, on n'était pas encore là. Je dirais qu'aujourd'hui, les wargames en jeu vidéo ont largement pris le dessus sur ceux en jeu de plateau, même s'il y a un gros renouveau du jeu de plateau classique, avec une société comme GMT aux États-Unis notamment, ou Compass Game aussi américaine. Il n'y a quasiment pas d'éditeurs hein, hors des États-Unis dans ce style-là. Maintenant, depuis 2-3 ans, on commence à voir des éditeurs en Allemagne, en France, à l'étranger. Il y a quelques il y a un renouveau. Hein. Honnêtement, le marché renaît. Je me demande si ce n'est pas une conséquence de la situation post-Covid où les Ouais, gens ont eu envie maintenant de recréer du lien social et le jeu est un excellent moyen de le faire. et puis ils ont été aussi il y a eu le confinement, hein, donc du coup, les Voilà, les gens ont trouvé une activité, heu, exactement, pour s'occuper exactement. pour s'occuper. Il y a exactement cet Quand on aspect-là. parle ouais, Et donc, voilà, c'est vrai que moi, j'ai toujours continué à faire du jeu en face à face avec des adversaires humains. Mais c'est clair que les conditions de travail, la vie, plus le développement d'Internet qui permettait de jouer à distance, et alors encore plus, il y a eu un énorme changement du business model au niveau des jeux vidéo, qui autrefois se vendait, j'allais dire, quasiment comme du jeu de plateau, hein, une petite boîte dans un magasin. Ça n'existe plus aujourd'hui. Vous ne trouverez plus un seul jeu en boîte CD, DVD, c'est fini. Tout se fait en téléchargement et vous jouez en ouais, ligne, du etc. dématérialisé. Ouais. Voilà, c'est dématérialisé. Ce qui a été un énorme avantage au départ pour les petits studios comme le mien qui ont pu avoir accès sans se faire tondre la ligne sur le dos par de vilains éditeurs au marché mondial. Mais Alors vous, en fait, je tiens juste à faire une anecdote. Vous citiez, en fait, au tout début, la société Avalon Hill, oui, comme étant, pionnière, en fait, dans cette industrie-là. enfin, un Votre des pionniers. nom de société, c'est Avalon Digital, c'est ça, en fait? Oui, alors c'est une forme d'hommage Ouais, que j'ai fait. Bon, à Vallon, il y a le côté un peu arthurien. arthurien, voilà, c'est un clin d'œil. Mais c'était aussi un hommage à Avalon qui m'a fait découvrir les wargames, et qui est une société j'ai encore au moins une quarantaine de jeux dans ma bibliothèque qui sont des collectors qui n'existent plus, qui n'ont pas été fabriqués depuis 50 ans, mais qui, voilà, pour moi, sont vraiment. J'aurais eu 50 ans de moins, j'aurais été dans cette époque, c'est une boîte à laquelle j'aurais rêvé de Ouais. travailler. Et Au niveau d'ailleurs, quand critères, ouais, j'ai rencontré il y a très peu de temps, là, en France, quand il est passé, Mark McLaughlin, qui est un grand auteur américain de Wargame, l'auteur de War and Peace notamment, ouais, puisque j'ai porté en jeu vidéo son jeu de plateau, qui est un de mes enfants chéris du Wargame. Bon, oui. c'est quelqu'un qui a un peu plus de 70 ans et qui m'a raconté cette époque quand il a rejoint Valonie à l'époque. C'était vraiment c'était un autre temps auquel j'aurais aimé participer à l'époque. Bon, j'avais 8 ans, donc ça aurait été plus difficile. Mais voilà, ça m'aurait plu. On a vu, donc, quelques éléments sur le secteur, en fait, qui fonctionnent, plutôt bien avec un regain, récent, en fait. Est-ce que, on définit un peu mieux maintenant ce qu'est le jeu historique, le wargame, le jeu de figurines
et le jeu d'histoire, en fait? Est-ce que c'est la même famille, mais est-ce que vous pourriez plus, débroussailler un peu ces concepts, en fait? Jeu d'histoire, c'est jeu de stratégie militaire, c'est vous? Jeu d'histoire, c'est autre chose ou? Oui, alors oui et non, il y a les deux, c'est-à-dire dans les jeux, on met dans la rubrique jeux d'histoire tous les jeux qui touchent de près ou de loin à l'histoire. Alors ça peut être des jeux qui ont une thématique ou un gameplay orienté sur différents aspects, mais dans un environnement historique ou pseudo-historique. Par exemple, on pourrait considérer qu'un jeu comme Seven Wonders, par exemple, est un jeu d'histoire, dans le sens où tout l'environnement dans lequel vous évoluez dans le jeu est basé sur des éléments historiques. Mais après, vous recréez une situation qui n'a rien à voir, ou un jeu comme celui de mon ami Philippe Moucheboeuf, La Fief, qui est un jeu sur le Moyen-Âge. Vous évoluez dans un contexte dit historique, mais qui n'a pas de date ou Oui. de précision particulière. Donc ça, ou des jeux comme Mémoire 44 qui sont très très bien, très fidèles, mais qui permettent de recréer beaucoup de situations totalement hypothétiques, mais dans un environnement qui répète fidèlement, j'allais dire, un ressenti historique. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire jeu d'histoire, et globalement, presque tous les jeux pourraient y tomber, puisque tous ont un rapport plus ou moins éloigné à l'histoire. Après, quand vous prenez les jeux avec miniatures, ça c'est autre chose. C'est des jeux qui ont des règles Oui. ultra précises, Mmh. qui demandent une certaine rigueur, qui font appel à des composants souvent onéreux, puisqu'il faut acheter sa collection de soldats, ses petites miniatures, ses plans, etc. Mmh. Des règles compliquées, des heures pour réaliser un pouillème de bataille. C'est un autre style qui a toute une partie d'adhérents et d'amateurs éclairés et qui est très importante, assez fortement chez les anglo-saxons, notamment les anglais. Puis le wargame, alors lui, ça s'approche probablement plus de la simulation que du jeu. Est-ce qu'il est facile d'utilisation? En fait, il est bien difficile à maîtriser le wargame, en fait, non? Oui, alors ça, c'est une idée préconçue parce il y a beaucoup de wargames qui sont très très simples à jouer. Mmh. Ce qui rend certains wargames compliqués, c'est soit parce que leur auteur, un peu comme moi, le cheat pour faire des trucs un peu complexes, Mmh. soit parce que la situation elle-même que l'on veut représenter est tellement compliquée, bah, vous arrivez à faire des éléments et des règles compliquées pour représenter une réalité qui l'est tout autant. Mmh. Mais il y a beaucoup de jeux dits wargames qui sont très très simples, hein. Vous apprenez les règles en 20 minutes, vous pouvez jouer tout de suite, les parties sont pas très longues. Et d'ailleurs, le marché évolue de plus en plus pour être dans l'air du temps sur le jeu, ce que les Américains appellent le beer and pretzels, hein, le jeu apéro, comme on dit en France, Mmh. où vous pouvez faire une partie à deux en 20 minutes avant d'aller regarder votre film ou aller manger avec des copains. Donc c'est un autre domaine, des jeux que moi j'ai connus quand j'étais plus jeune, où ça posait aucun problème de jouer. Déjà une soirée c'était standard, donc 4-5 heures sur le même produit, et voire même un week-end entier, des semaines entières, des mois entiers sur le même jeu. Ouais, Aujourd'hui ça n'existe plus, ça ne passerait pas, et aucun éditeur n'en veut d'ailleurs. ouais. Dernière partie, en fait, concernant cette émission sur le que j'ai intitulé «Jeux de guerre». En fait, quand vous créez un jeu vidéo, moi, c'est sur les processus de création, on sait, par exemple, que pour la musique, en fait, un compositeur, en fait, va soit opter pour la chanson, soit opter pour, les paroles au début, ou faire les 2 en même temps, et cetera. Est-ce que comment vous créez, est-ce qu'il y a des règles, spécifiques pour créer un jeu de plateau qu'un jeu vidéo? Ou c'est la même, racine et donc du coup le processus est Non, c'est pas le même processus, la même racine. Ça dépend du produit que vous faites, parce que dans le jeu vidéo, c'est un peu comme dans la cuisine, hein, il y en a de toute nature et de toute origine. Donc, faire un jeu type ce qu'on appelle les FPS, où vous allez tirer à pseudo balles réelles sur tout ce qui bouge devant oui, vous, ça n'a rien à voir avec les jeux que je fais moi, qui ouais, pourraient s'apparenter à un jeu d'échecs un peu sexy, quoi. ouais, Donc, c'est ça. ça a absolument rien à voir. Et le processus et de création et les moyens et les budgets n'ont rien à voir. Et vous allez mettre 50 millions de dollars pour faire comment ça, un FPS classique. Et puis moi, mes jeux de stratégie, bah, ça va être des budgets qui vont être 100 fois moins chers. Ils n'ont pas la même, Pour le même objectif aussi, oui. Voilà, c'est pas le même objectif, c'est pas la même clientèle, et on s'adresse pas du tout au même public. Moi, ma clientèle, c'est plutôt un public relativement âgé, c'est plutôt dans la quarantaine. Bon, même s'il y a des plus jeunes, hein, qui y viennent, heureusement, mais c'est des gens qui ont une certaine nostalgie du wargame. Et d'ailleurs, moi,
dans mon business model actuel, j'ai opté depuis peu sur le portage et l'adaptation en digital des grands classiques du jeu de plateau. Donc j'ai signé des contrats avec des grands auteurs de jeux de plateau, les gens de Oui, Columbia Games, Lewis Pulsifer qui est l'auteur de Britannia, Marc qui est l'auteur de War and Peace. Donc j'ai des contrats avec ces gens-là où je m'engage, quand je fais la version jeu vidéo, d'être le plus fidèle possible à leurs produits d'origine. d'accord. Non seulement parce que la création est bonne, et en soi, ça évite tout le processus d'avoir à créer un gameplay totalement nouveau à partir de rien, mais surtout pour, j'allais dire, satisfaire ma clientèle de joueurs qui sont avant tout des fans de ce type de produit et qui, parce qu'ils ont vieilli, parce qu'ils sont éloignés, parce qu'ils n'ont plus Oui. d'adversaires, en fait, sont ravis de pouvoir jouer à leur jeu préféré sur ordinateur. Et Et moi, puis c'est souvent les commentaires que en j'ai plus, sur le web, hein. en plus, c'est pas très onéreux, en fait, par rapport à un FPS, en fait, comme vous disiez, comme, Call of Ah Duty ou oui, 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 Battlefield, complètement, oui. 70 € pour, l'un, alors qu'en fait, les vôtres, en fait, se vendent à 20 € ou quelque chose comme ça, à 20, une Voilà, ça vingtaine d'euros. dépend. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance absolument néfaste qui a tué plusieurs secteurs de l'industrie ou de l'économie en général, qui est la tendance vers le prix bas. Moi, je suis contre le prix bas, Ouais, parce que, notamment, ça ne représente pas la qualité et les efforts des gens qui travaillent dedans. Et quand il n'y a rien qui m'énerve de plus que quelqu'un qui va dire votre jeu est cher. Ça veut rien dire, ce commentaire-là, et ça m'agace au plus haut point. c'est Et en fait, ça ne rend pas justice à la qualité. C'est comme un auteur à qui vous exigeriez qu'il vous donne son bouquin gratuitement. À mon sens, ça nie sa qualité d'auteur et son travail. Donc, mais ceci dit, je fais des prix qui sont raisonnables parce que bon, je me mets à peu près au niveau de ce qu'il fait sur le marché. Et puis, j'essaye de rendre ce plaisir de découverte de l'histoire, etc., abordable. Moi, je préfère effectivement que le prix reste correct et que les gens puissent en acheter. Il faut plus quand même facile. savoir que sur le marché du jeu vidéo en général, et il n'y a pas que les miens, là c'est tout le monde, Oui, bien sûr. les gens en achètent essentiellement, les 2 tiers du marché se font pendant les soldes, hein. Il n'y a quasiment plus de ventes ou très peu de ventes au prix fort. C'est Et plus c'est un facile. drame pour les éditeurs, hein. Ça va tuer à terme la création. D'accord. C'est plus facile de faire un jeu de plateau qu'un jeu vidéo? Pas Ou du tout. c'est Pas du tout. Les deux demandent autant de boulot, mais c'est pas du tout la même approche conceptuelle. Ne serait-ce que parce que, par exemple, la notion d'interface utilisateur, ce qu'on appelle UI en jeu vidéo, mais ça peut être aussi les éléments, les composants d'un jeu de plateau, ne sont pas les mêmes, puisque la façon de jouer, la présence physique, l'interactivité avec le produit ne se passe pas de la même façon. Donc il y a un processus de création qui va diverger très très vite. Après, ce qu'on appelle le gameplay en anglais, donc la façon de jouer, va être, elle, peut-être plus proche, mais là encore, chacune devra tenir compte des conditions matérielles dans lesquelles on joue et avec quoi on joue. Donc, si vous voulez, il n'y a pas l'un plus dur que l'autre. C'est pas vrai, c'est deux chemins très différents sur le même thème. C'est-à-dire que faire un jeu vidéo, je vais vous prendre, j'en sais rien, moi, le thème de la bataille de Stalingrad, par exemple, Mmh. faire un jeu vidéo ou faire un jeu de plateau sur le même thème avec la même philosophie, genre le wargame, bataille tactique au sein de la ville, etc. Ça sera aussi compliqué l'un que l'autre, mais n'engagera pas les mêmes processus. Mmh. Un exemple tout bête, dans un jeu vidéo, vous avez un combat qui se passe dans un quartier de la ville, bah, tous les éléments d'information que vous avez besoin de savoir, s'il y a des buildings, s'ils sont en ruine, combien le défenseur va avoir de bonus en défense, etc. Le jeu vidéo va vous rendre ça par des infobulles, des petites informations Oui, contextuelles automatiques. Et ben ça c'est facile à faire, j'allais dire entre guillemets, même s'il faut bien le concevoir pour que ce soit joli et ergonomique. oui. Mais dans un jeu physique qui lui est immuable une fois qu'il est fabriqué, Là, bah, il faut avoir tout prévu, tout écrit, ouais, et ouais. le rendre bien et lisible. C'est un défi intellectuel complètement différent. Donc vous voyez, c'est le même problème j'ai avec les mêmes problématiques, mais avec une façon de faire et un travail et un montant de travail, j'allais dire, et même des exécutants qui sont totalement différents. Bon, j'ai des dernières questions, en fait, concernant le fait militaire, puisqu'on parlait tout à l'heure, vous êtes spécialisé dans la stratégie, des jeux, Ouais. militaires. Utilisation des wargames en état-major, c'est une réalité en France ou c'est Complètement, complètement. J'ai même participé il y a 3 ans à l'école militaire à Paris à une présentation, enfin c'est l'école de guerre pour être exact, mmh? à une présentation lors d'une convention de Serious Game qui avait eu lieu en décembre 2018.
Non, ça fait 5 ans déjà, oui. Et déjà, il y avait donc l'essentiel du public était des officiers de l'école de guerre. Ouais. Et du public très informé, des journalistes du secteur, des gens des ministères, etc. Et moi, dans un des ateliers que j'animais, je leur expliquais comment, sur un sujet particulier, j'avais traduit le contexte historique dans un jeu, et comment les réflexions que j'avais été amené à avoir quand j'avais créé le jeu, puis quand j'avais créé l'intelligence artificielle du jeu, m'avaient amené à décortiquer des situations de terrain, de contexte ou d'environnement, et comment ces outils d'analyse que je répétais grâce au processus d'intelligence artificielle ou de codage dans le jeu, eh ben les militaires pouvaient les réutiliser à bon escient. Il faut savoir, par exemple, un de mes anciens employeurs, mais aussi concurrent, la société Matrix là, en Angleterre, Oui. a plusieurs jeux qu'elle fait quasiment exclusivement en développement avec l'armée ou la marine américaine, Ouais. à des fins éducatives. Moi, je sais que plusieurs de mes jeux ont été retenus par des collèges militaires aux États-Unis pour illustrer des cours. Donc ils Donc, permettent, la compréhension de conflits, en fait, et la résolution, le voilà. management, le Alors, management. complètement, mais ça peut aller au-delà de. Ça peut être beaucoup plus pointu que le simple conflit. Par exemple, moi, je sais que sur certains de mes jeux où l'aspect logistique, ravitaillement, organisation des troupes est crucial, eh bien, les professeurs de l'école, c'était une école à West Point, euh, ils ont utilisé le jeu comme support de l'outil d'analyse sur la partie purement organisationnelle, logistique d'une armée en marche. Et le jeu était une illustration pour dire, voyez, si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas organisé votre système, tout s'écroule, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Mmh. Et donc, ils se servaient du jeu en recréant des circonstances grâce au scénario pour que les élèves puissent comprendre la problématique. Donc, ça sert plus de support éducatif. Et puis, dans certains cas, là, moi, je travaille sur des jeux, sur des simulations de guerre à venir. Eh bien, ça permet d'étudier des hypothèses. On peut aussi envisager des choses nouvelles et les tester. Les conflits modernes montrent qu'il y a beaucoup d'originalité et création. Et Et comment je vous sais qu'en choisissez France, d'ailleurs, en fait, c'est le théâtre d'opération, en fait, dans les jeux, que vous réalisez, en fait, les théâtres d'opérations militaires, je veux dire? C'est au choix, vous vous dites: «Tiens, par exemple, là, je ferais bien une bataille la bataille de Stalingrad» ou alors, la problématique ne se pose pas exactement comme ça. Il y a deux approches. Il y a d'une part une approche purement commercial marketing qui est de dire qu'est-ce que l'ensemble des joueurs souhaitent avoir comme jeu pour s'amuser. Donc, c'est avant tout du vous jeu. faites un sondage, Là, bah, vous faites un sondage, en fait, sur les joueurs? c'est ça. Donc, on interroge notre clientèle et puis il suffit souvent de lire les forums où les gens répondent ou disent tiens, j'aimerais bien que tu fasses un jeu là-dessus, un jeu là-dessus. C'est ça. Donc là, régulièrement, on a une liste, ce que les Américains appellent la wish list. On a donc les souhaits des joueurs. Et on sait à peu près tous les CDM qui vont. Alors, c'est très très simple. Si je caricature, il va falloir de la Deuxième Guerre mondiale avec du ricain. Ouais. Si vous voulez vendre, si vous voulez faire du business, c'est ça, puisque les Américains représentent entre 60 et 70% du marché mondial Ouais. dans ce secteur, dans ce domaine particulier du wargame. Et puis, dans le deuxième centre d'intérêt chez ces mêmes clients, c'est la guerre de sécession. Donc, vous voyez, ça va déjà très orienter vos choix. Mmh. Mais indépendamment de ça, moi je choisis pour une part des jeux qui sont dans les thèmes en vogue. Mon deuxième critère de choix, c'est plutôt les jeux que j'estime manquer sur tel ou tel sujet ou que les sujets ont été traités et à mon sens maltraités sur tel truc. Donc je donne par mon jeu ma vision de la chose. Et puis il y a les troisièmes sujets, ça c'est ceux que je préfère, même s'ils sont souvent plus difficiles et plus longs à mettre en place, qui sont les jeux sur des thèmes, les thèmes justement qui ne sont pas traités par les autres. Donc j'essaie de créer des jeux sur des sujets originaux qui ont été abandonnés. Je vais vous donner un meilleur exemple, et des fois ça peut être des réussites. J'ai créé, il est sorti en février, un jeu sur la guerre des Taipings. Personne ne sait ce que c'est en Occident. Ouais. Peu de Chinois, enfin si beaucoup de Chinois le connaissent parce que ça a été un énorme succès à la télévision chinoise il y a 10 ans. Mmh. Et le jeu, j'en ai vendu plusieurs milliers de pièces en quelques semaines. Ça a été un succès énorme. Et il est très très apprécié. Alors que c'est un sujet, quand je l'ai présenté il y a 10 ans, tout le monde m'a ri au nez en disant ça ne se vendra pas. Et c'est totalement faux. Et en fait, le fait d'avoir une approche sur un élément culturel qui est important pour une certaine partie des joueurs, qui traite bien de choses, qui a été clairement
j'ai des finement recherchés où tous les éléments historiques sont là, malgré des fois la difficulté de trouver des sources, Oui. et ben ça peut faire le succès. Donc les thèmes en fait peuvent être variables. Et là, dans ce que je suis en train de développer, j'ai aussi bien des thèmes historiques connus que des jeux hypothétiques. Par exemple, on va certainement on a sorti un très grand jeu sur le conflit OTAN-Pacte de Varsovie dans les années 90, Oui. et on va en faire une variante issue d'un grand wargame à succès des années 90 qui s'appelait Gulf Strike, qui étaient les hypothèses de conflit dans le Moyen-Orient, alors à l'époque entre soviétiques et américains, puis etc. Et on va l'adapter à la fois sur du côté vintage, fin de la guerre froide, et avec éventuellement la possibilité d'adapter le produit à des conflits plus récents, la guerre en Irak ou la guerre du Golfe ou des choses comme ça. Et si vous deviez faire un jeu sur refaire l'histoire, en fait, le what if, vous choisiriez quelle période? Alors moi, clairement, c'est depuis Europa Universalis, j'ai un biais pour la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe. J'estime que c'est un moment charnière de l'histoire où le monde a basculé vers un monde, j'allais dire, à dominance anglo-saxonne. Moi, je pense que c'est pas en 1815 que le monde a basculé en faveur des Anglais, c'est en 1713. Et donc, j'estime que si je devais refaire un jeu avec une période où tout serait renouvelé, ça serait sur la fin de l'époque Louis XIV et le début du XVIe siècle. La France a loupé le coche clairement à ce moment-là. Elle est passée en deuxième position alors qu'elle aurait pu être première. Et c'est un peu dommage. Bon, c'est pas du tout une approche cocardienne de l'histoire, hein, Ouais. mais j'estime que c'est un des éléments de bascule vraiment charnière, puisque à cette époque-là, la France avait une domination mondiale au niveau culturel. Toutes les cours du monde parlaient français. Le français c'était la langue universelle. Et par contre, elle a complètement loupé le coche au niveau militaire et commercial. Dernière question pour moi avant le mot de la fin. En fait, quels sont les jeux que vous nous conseilleriez pour Noël? Oula, je suis pas du tout au fait de l'actualité Mais récente. les vôtres en tout cas. Et alors évidemment, je vais dire les nôtres. Non, moi je vais dire le jeu qui vous fera plaisir, c'est celui sur lequel d'abord vous aurez envie de jouer, que vous pouvez consacrer du temps, c'est-à-dire vous l'achetez pas juste pour l'avoir dans la bibliothèque et puis l'ouvrir que dans 6 mois, Oui. parce que beaucoup de joueurs malheureusement, du fait qu'il y a un gros problème sur le marché, il y a pléthore d'offres, donc les gens achètent de manière un peu compulsive tout ce qui sort, mais ils y jouent pas. Et il faut se voir que le temps moyen de jeu, un jeu vidéo, a été divisé par 10 en 10 ans. À l'inverse, la quantité de jeux vidéo, notamment de Wargame, a été multipliée par 10. Donc, et les deux faits sont liés. Et donc, achetez plutôt le jeu qui vous fait envie et sur lequel vous avez envie de jouer tout de suite. D'abord parce qu'il est dans l'actu, parce que les développeurs seront peut-être aussi derrière pour vous répondre. Moi, c'est clair que je sors beaucoup de jeux et que je suis au plus près ceux qui viennent de sortir, et qu'au bout de 2 ans, bah, le fait que je suis tout seul aussi à porter mon projet fait que je ne peux pas me consacrer Ouais. avec autant d'énergie et de suivi de ceux qui datent de 2020 par rapport à ceux de 2023, par exemple. Entendu. Mais même s'il reste en permanence suivi et maintenu, bien sûr. Maintenant, le mot de la fin, en fait, je vous laisse la parole pour vous dire ce que vous avez envie de dire. En fait, vraiment, free on board. Voilà. Bah, écoutez, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut considérer le jeu, et notamment le wargame, comme une façon de s'ouvrir l'esprit à la fois une étude des situations, à une prise de conscience des éléments qui nous entourent, parce que les informations qu'on nous donne sur telle ou telle situation sont souvent alambiquées, tronquées ou de parti pris. Et un des avantages, je trouve, du jeu, quand il est bien fait, c'est comme du fait que vous allez jouer les deux camps, souvent quand vous faites des jeux d'opposition type les wargames, eh ben vous pouvez avoir une approche beaucoup plus équilibrée des choses. Et ce que je trouve qui manque dans notre société en général, c'est qu'on sombre très vite dans les anathèmes et dans les partis pris. Et que un des avantages que je trouve majeur, moi ça m'a toujours éclairé dans le jeu en général, dans le wargame, c'est l'ouverture aux autres, l'écoute comment dire, des points de vue différents et surtout la capacité à apprécier une situation sous différents angles. Ça, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce côté très obtus de nos visions et le fait qu'on voit toujours les choses par notre propre prisme et qu'on ne s'ouvre pas aux autres. Donc, si on arrivait par ce qu'on peut découvrir dans le jeu, avoir une attitude comme ça en général, je pense qu'il y aurait nettement moins de conflits que ce qu'on connaît aujourd'hui.
Eh bien, merci, Philippe, en fait, pour, ta compréhension, et ta disponibilité, en fait, et ton intelligence sur les jeux. Quant à moi, en fait, je referme cette émission en vous souhaitant une bonne journée et vous dis à très bientôt pour un autre épisode des volets de la sécurité. Merci Philippe, Merci Aurélien et bonne journée. à bientôt.